Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de la série Grand Tour version 2025. Aujourd'hui on va parler de l'équipe britannique Ineos Grenadier et on est tout de suite parti pour la rétrospective. Et on va commencer celle-ci par un chiffre marquant. En 2023, l'équipe Ineos avait cumulé 38 victoires. En 2024, ce chiffre s'élève seulement à 14. Mais je vais commencer par les points positifs concernant cette saison 2024. Les premières images qui me viennent en tête proviennent du Tour d'Italie. Je parle ici évidemment de la victoire de Narvaez lors de la première étape, devançant à la surprise générale Pogačar sur la ligne. Je veux également vous parler des deux contre-la-montre de ce Tour d'Italie, avec pour commencer une déception pour Filippo Ganna lors de la 7ème étape, cette fois-ci battu par un Pogačar intouchable dans ce final vallonné. Et puis la revanche du rouleur italien lors de la 14e étape avec un profil qui lui correspondait mieux. Je dirais que le Tour d'Italie a été l'éclaircie d'une année globalement bien sombre pour la formation Ineos. On peut mettre ça en lumière par les contre-performances relatives mais réelles à mes yeux de Carlos Rodriguez sur le Tour de France et la Vuelta. Il a terminé 7ème au final, loin du podium visé. Et sa Vuelta sera également en deçà de ses espérances, 10ème au classement général final. Je pourrais également vous parler de Filippo Ganna qui avait agencé son année 2024 afin de performer au JO de Paris. Et finalement, il n'a pas su s'imposer sur l'épreuve contre-la-montre des JO, seulement devancé par Remco Evenepoel. Et puis enfin, il y a le cas Tom Pidcock. Comme chaque année, il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Il devait réaliser une grande saison et s'affirmer encore un peu plus comme le visage de l'équipe Ineos. Sa campagne de classique a été plutôt satisfaisante en termes de résultats, avec justement son meilleur résultat en carrière sur Milan-San Remo, 11ème, un premier Paris-Roubaix terminé au 17ème rang et une victoire sur l'Amstel Gold Race, après 2021 et sa deuxième place pour un rien derrière Wout van Aert. Il va se fixer de nouveaux objectifs au classement généraux des courses par étapes avec en ligne de mire le Tour de France. Mais ses ambitions vont rapidement s'envoler dès la 4ème étape et il n'ira pas au bout de cette grande boucle. Une décision prise également avec les JO en perspective où il va décrocher un second titre olympique en VTT. Sa deuxième partie de saison va être décevante et marquée par des rumeurs de transfert qui m'offrent une transition parfaite vers la section suivante, le marché de l'été. Et on va évidemment commencer cette section en parlant du départ de Tom Pidcock en direction de l'équipe Q36.5 alors qu'il était encore sous contrat jusqu'en 2027 avec l'équipe Ineos. Ces semaines de tension en deuxième partie de saison s'étaient cristallisées à la veille du Tour de Lombardie avec la mise à l'écart de Pidcock pour le dernier monument de la saison alors que ce dernier faisait partie de l'effectif présélectionné. Le Britannique avait indiqué sa surprise et son étonnement sur ses réseaux, marquant le point de rupture définitif entre lui et son équipe. Il s'agit d'une perte immense pour l'équipe Ineos qui perd là bien plus qu'un simple leader mais une véritable star et l'un des visages majeurs de la nouvelle génération. Mais ce n'est pas tout, l'excellent Jonathan Narvaez est lui aussi sur le départ en direction de l'équipe UAE. L'équipe Ineos perd ici un coureur polyvalent et un membre important du collectif dédié aux classiques flandriennes. On passe maintenant à la colonne des arrivées et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs noms intéressants mais aucune star. On commence par Bob Jungels. À 32 ans, le coureur luxembourgeois arrive en qualité d'équipier. C'est également le cas de Lucas Hamilton qui arrive en provenance de l'équipe Jayco Alula. Il faut également parler du monégasque Victor Langelotti qui rejoint finalement une équipe World Tour à 29 ans. Il sera certainement un équipier sur les courses par étapes. Puis le nom qui ressort de cette liste, c'est Axel Laurens. Victorieux devant Mats Pedersen sur la deuxième étape de l'Étoile de Bessèges, il a également remporté sa première victoire au niveau World Tour lors de la 5ème étape du Tour de Catalogne. Enfin, il a participé à son premier grand tour lors du Tour de France. À 23 ans, sa marge de progression semble encore importante. Il aura sa carte à jouer sur de nombreuses courses en 2025 et pourquoi pas le voir performer sur les classiques ardennaises. Le marché de l'été de l'équipe Ineos a été mouvementé, ce qui nous amène à jeter un œil à l'effectif de l'équipe britannique pour la saison à venir. Et en 2025, l'équipe Ineos aura enfin une équipe développement. C'est ce que le directeur de la performance d'Ineos, Scott Drawers, a exprimé à Cycling News lors d'une interview. L'idée est de développer leur propre talent et de ne pas acheter les meilleurs coureurs comme ça pouvait être le cas par le passé. Cette stratégie est déjà utilisée par l'ensemble des meilleures équipes World Tour et Ineos Grenadier était en retard sur ce point-là. Il s'agira en 2025 en tout cas d'une collaboration avec l'équipe continentale allemande Team Lotto Kernhaus PSD Bank. Deux coureurs Ineos feront une année dans cette formation en 2025, les Danois Storm et Oxenberg. Concernant l'effectif de l'équipe Ineos pour 2025, on remarque directement cet affaiblissement progressif qui est en marche depuis plusieurs années. Je peux vous parler du pôle Grand Tour qui était le point fort de l'équipe lors de la décennie 2010. En 2025, plusieurs coureurs seront à la bataille pour créer la nouvelle hiérarchie, en commençant par Carlos Rodriguez qui devra reprendre sa marche en avant lors de la saison à venir et de nouveau viser un podium sur un Grand Tour. Thymen Arensman lui aussi devra enfin passer un cap et briser le plafond de verre qui l'accompagne depuis sa signature chez Ineos. Il devait être l'un des leaders de l'équipe et après 2 saisons, ses résultats restent encore très faibles avec aucune victoire par exemple. Et puis il y a Egan Bernal qui a été de retour à un bon niveau dans la première partie de saison 2024. Il a déclaré que pour 2025, son plus gros objectif était de remporter le Tour d'Espagne afin de compléter la trilogie sur les grands tours. Et enfin le pôle sprint qui n'a jamais été le point fort de l'équipe britannique et encore plus faible que jamais avec le départ d'Elia Viviani.
Le coureur que je vais particulièrement suivre en 2025 pour l'équipe Ineos, c'est Magnus Sheffield. Pour 2024, il est revenu à un très bon niveau, même si ses résultats ont été teintés de déception avec de nombreuses deuxièmes places, notamment sur des contre-la-montre où il est particulièrement performant. Il a signé son meilleur résultat sur un monument en 2024 en terminant 6ème du Tour des Flandres. À 22 ans, il a montré de nombreuses qualités et sa marge de progression est encore importante à coup sûr. Il a parlé de viser les classiques mais aussi les courses par étapes lors de sa prolongation chez Ineos, à voir comment cela peut être conciliable. Sous contrat jusqu'en 2026, le prochain palier à passer pour Magnus Sheffield est de remporter une victoire au niveau World Tour. Enfin, avec une vision à plus long terme, il a en ligne de mire les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles, à domicile. C'est une perspective qu'il a déjà évoquée dans certaines interviews et il aura à cœur d'y performer, pourquoi pas sur le contre-la-montre, mais également sur la course en ligne. À voir son développement d'ici là et j'ai hâte de le suivre en 2025. Et dans cette section pronostic, la première conclusion que l'on peut faire, c'est que l'équipe Ineos ne fait plus partie de l'élite du peloton World Tour, et c'est une évidence. Les objectifs et les pronostics doivent être revus à la baisse pour éviter de projeter des ambitions inatteignables. En 2025, j'ai hâte de revoir Filippo Ganna sur les classiques, à commencer par Milan-San Remo où il avait été impressionnant en 2023. Dans une interview récente, il a évidemment parlé du premier monument de la saison, mais également de Paris-Roubaix où il souhaite jouer la victoire. Je vais également suivre Joshua Tarling qui a gagné en expérience et qui pourrait faire parler ses qualités sur ses courses. Et puis une autre chose sera très intéressante à suivre, la construction de la hiérarchie concernant les coureurs qui jouent les classements généraux pour l'équipe Ineos. Qui sera aligné sur le Tour de France, certainement Carlos Rodriguez, et quel sera le rôle de Thymen Arenspan par exemple. Voilà, c'en est terminé pour ce 11e épisode de Grand Tour, j'espère que celui-ci vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo et laisser un commentaire. On se retrouve demain pour le 12e épisode et d'ici là, à bientôt.